Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir rejoint donc, ce nouveau webinaire de l'IHU en hépatologie de Lyon. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les modalités d'accès à la transplantation hépatique. On a réparti ce webinaire en 4 interventions différentes avec premièrement le docteur Marie-Charlotte Deslignettes qui va nous parler de la défaillance hépatique aiguë. Ensuite, je vous parlerai de la cirrhose décompensée. Le docteur Antonini vous parlera du carcinome hépatocellulaire. Et enfin, le docteur Xavier Muller vous parlera des nouvelles indications oncologiques, notamment les métastases de cancer colorectal. Donc, je passe tout de suite la parole au docteur Marie-Charlotte Deslignettes, qui est responsable de la réanimation chirurgicale de l'hôpital de la Croix-Rousse et qui va nous parler des défaillances hépatiques aiguës et donc le compte à rebours en ce qui concerne la transplantation hépatique. Marie-Charlotte, c'est à toi. Merci beaucoup, Fanny. Bonjour tout le monde. Merci pour cette introduction. Et donc, on va attaquer d'emblée dans le vif du sujet en parlant donc de l'intérêt de la transplantation hépatique pour les pathologies hépatiques aiguës. Et ça, je ne peux pas passer à la diapo suivante. Ça suffit. Ouais. Voilà, donc du pronostic des défaillances hépatiques aiguës en réanimation. Et donc, on va commencer par parler de l'ACLF ou l'Acute and Chronic Liver Failure. Donc, tout d'abord, sa définition, c'est donc une décompensation aiguë de cirrhose, surtout associée à une défaillance d'organes. Et cette pathologie va donc se retrouver chez des patients qui vont avoir une cirrhose compensée ou non, et être déclenchée par plus ou moins les facteurs déclenchants chez des patients, soit avec des complications aiguës, soit des complications chroniques. Et c'est surtout donc la définition de défaillance d'organes qui va faire la définition de la CLF. Ces défaillances d'organes, elles vont être cotées selon le score CLIF-SOFA, qui va s'inspirer du score SOFA qui est utilisé en réanimation. Et on va voir que pour chaque organe, on aura des cut-offs assez spécifiques. Je dis normalement, donc on va être, les stades d'ACLF vont être définis en fonction du nombre de défaillances d'organes. Et donc, assez simplement, l'ACLF stade 2, ce sera 2 défaillances d'organes, et l'ACLF stade 3, au moins 3 défaillances d'organes. Par rapport au score SOFA de réanimation, les cut-offs qui vont vraiment changer, ça va être au niveau hépatique avec une bilirubine à plus de 204, au niveau de la défaillance rénale avec une créatinine à plus de 176 ou d'être dialysée, l'encéphalopathie hépatique avec un stade au moins 3, et puis la coagulation avec un INR à plus de 2,5. Pour les défaillances hémodynamiques et respiratoires, on reste très proche des défaillances de la réanimation standard, avec donc soit d'avoir des amines, soit d'être hypoxémique avec un VSURF à moins de 200. Pour la CLF stade 1, la définition est un petit peu moins simple. Ce sera soit une défaillance rénale isolée, soit une des défaillances extra-rénales, donc hépatique, coagulation neurologique, hémodynamique ou respiratoire, associée à une dysfonction, qu'elle soit rénale, avec une créatinine à plus de 106, ou neurologique, dès qu'on va avoir une encéphalopathie stade 1. Pourquoi ces définitions? C'est que si on regarde donc ces patients avec ACLF 1, 2 ou 3, eh ben, leur pronostic est catastrophique en réanimation, avec une mortalité qui va être de 20 à 40% à 1 et 3 mois chez les patients ACLF 1 et qui va augmenter jusqu'à près de 80% chez les patients ACLF 3. La mortalité sera aussi plus importante chez les patients avec une hyperleucocytose importante et chez les patients dont c'est la première décompensation. Ces patients avec ACLF vont avoir une évolution très dynamique et donc on peut observer qu'en fonction, donc après 3 à 7 jours d'évolution, ils vont changer de profil et on va voir par exemple qu'au bout d'une semaine, les patients peuvent ne plus avoir de défaillance alors qu'ils étaient ACLF 1, 2 ou 3 initialement. De la même manière, mais les patients les plus sévères peuvent s'améliorer assez rarement et la majorité resteront graves. C'est donc surtout le pronostic après réanimation qui va être très important et on voit que les patients qui restent ACLF 3 au bout d'une semaine, donc c'est la courbe violette, vont avoir un pronostic catastrophique avec une survie à moins de 5% dans l'année qui va suivre leur admission.
ces résultats sont retrouvés dans d'autres études et que ce soit sur le nombre de défaillances d'organes ACLF ou sur le score CLIF qui reprend un peu ces défaillances avec différents cut-offs, toujours la mortalité sera très très importante s'il reste décompensé au bout de la prise en charge. La prise en charge, on ne va pas s'attarder parce que ce n'est pas le sujet initialement, mais globalement, il va falloir essentiellement trouver un facteur déclenchant, notamment une infection qui va être le trigger le plus fréquent, et donc prélever les patients et débuter des antibiothérapies en cas de doute. Rechercher les hémorragies digestives ou l'alcool qui sont les autres facteurs déclenchants les plus fréquents, et puis bien sûr vérifier la présence d'une ischémie hépatique avec l'évaluation des vaisseaux par une échographie hépatique et la présence donc d'un foie cardiaque ou d'un foie de choc avec une échographie cardiaque. La prise en charge elle est non spécifique et elle va être donc de traiter les différentes défaillances d'organes. La grande question, c'est est-ce que ces patients ont un projet de transplantation et s'il faut les transférer? Parce que le seul traitement véritablement curatif de ces patients reste la transplantation hépatique qui va complètement changer leur pronostic. Si on voit donc dans une étude donc plutôt avec des patients européens, donc avec les patients les plus sévères, 250 patients qui étaient en ACLF3, donc qui normalement avaient une mortalité à plus de 80% à 3 mois, s'ils sont transplantés, et ben, 1 an après leur greffe, c'est leur survie qui va être de 80%. Donc on va complètement inverser leur pronostic grâce à la transplantation. Si on regarde nos données plutôt locales, donc ça va être tous les patients transplantés en état d'ACLF à Lyon sur les 10 dernières années, ben on retrouve les mêmes résultats avec une survie près de 80% à 1 an. Le bénéfice il est donc majeur chez ces patients parce qu'on voit bien que ceux qui se font transplanter vont avoir une survie à 80%, alors que ceux qui ne le sont pas auront une survie catastrophique. Et ça, donc, que ce soit dans les cohortes européennes à gauche ou toujours dans nos résultats locaux. La question maintenant, c'est qui adresser. Donc ce problème, l'évaluation, elle est très complexe. Elle nécessite à la fois une évaluation sociale et addictologique, et notamment la consommation active d'alcool n'est pas forcément une contre-indication absolue, et c'est quelque chose qui sera évalué en centre expert avec toute une multitude d'acteurs, donc des psychologues, des addictologues, des hépatologues, des réanimateurs, des anesthésistes, des chirurgiens. L'évaluation médicale, elle est également complexe, avec d'une part la recherche de contre-indications cardiovasculaires qui peut nécessiter de nombreux examens, donc une échographie cardiaque systématiquement, des imageries plutôt à visée coronarienne jusqu'à la coronarographie. On va rechercher des contre-indications notamment oncologiques, des contre-indications au niveau de l'état général, la dénutrition et la sarcopénie. Et puis évaluer la présence de défaillances d'organes et leur évolution, et notamment donc, la défaillance respiratoire qui va être la défaillance qui aura un pronostic le plus catastrophique. Tout ça va nécessiter une évaluation en centre spécialisé et va donc faire que ces patients ont besoin d'être évalués dans des centres de transplantation. À quel moment les adresser? Et là encore, donc, la durée d'adressage, c'est un facteur de risque probablement de non-inscription sur la liste. Ce sont des données locales et en évaluant donc tous les patients ACLF qui ont été discutés pour une transplantation, on s'est rendu compte que plus le délai entre l'adressage augmentait, moins les patients étaient inscrits sur liste de greffe. Et effectivement, sur les données vraiment liées aux facteurs de risque propres aux patients, c'est-à-dire à leurs antécédents, ou leur défaillance d'organes, il n'y avait pas de différence. Et les seuls facteurs qui étaient indépendamment associés à la non-inscription, c'était donc un délai d'adressage long et la consommation d'alcool toujours active. Pourquoi ce durée d'adressage est important? Parce que la cinétique de la CLF, même si elle peut s'améliorer dans certains cas, dans la majorité des cas, c'est des patients qui vont ne faire que de se dégrader. Et donc ça, c'est par exemple l'évolution de nos patients ACLF une fois qu'ils sont arrivés donc, en réanimation. Et on voit bien que les patients les plus graves qui n'étaient pas ACLF vont le devenir soit 1, soit 2, soit 3, que la proportion d'ACLF3, les patients les plus graves avec la mortalité la plus importante, à 14 jours d'adressage, eh ben, c'est la majorité des patients. Donc, probablement que le délai idéal, il n'est pas connu, mais il est avant ces 14 jours, ça c'est quasiment sûr. Et donc, ces patients ont besoin d'être transférés précocement, à la fois pour être évalués dans un contexte multidisciplinaire, et puis pour probablement essayer de les transplanter avant cette dégradation
et l'apparition donc de défaillances d'organes trop sévères, notamment la défaillance respiratoire. Pour donc conclure sur la CLF, donc c'est vraiment des patients avec une cirrhose connue et des défaillances d'organes, un pronostic qui va dépendre essentiellement de la transplantation, avec une survie catastrophique si ces patients ne s'améliorent pas après 2-3 jours sans transplantation, et une survie qui sera plus qu'acceptable, voire presque identique à des patients non ACLF à un an. Qui inscrire, l'évaluation elle est complexe et elle nécessite donc un centre expert, et quand le plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça que notre hotline voix est aussi disponible, et que ce soit des réanimateurs ou des hépatologues, on peut aider à préparer le bilan de transplantation chez ces patients. Un petit mot sur les patients en insuffisance hépatique aiguë. La définition, donc, c'est des patients qui n'avaient pas donc, de cirrhose sous-jacente, donc qui ont A-100, qui vont présenter une altération majeure des fonctions hépatiques d'installation rapide. Contrairement à la CLF, c'est très rare, avec une incidence beaucoup plus faible. Et la définition, elle est surtout biologique et clinique, avec d'une part l'altération des fonctions de synthèse à moins de 50% et la présence ou non d'une encéphalopathie hépatique. Et donc l'insuffisance hépatique, elle sera grave si présence d'encéphalopathie. La vitesse d'installation peut aussi être apportée, donc on va parler d'insuffisance hépatique fulminante si elle s'installe en moins de 15 jours. Les étiologies en France, rapidement, là, ce qui est intéressant, c'est que dans un quart des cas, on ne sait pas. Sinon, les étiologies les plus fréquentes, ça reste toxique, paracétamol, autres médicaments, champignons, et puis les hépatites ensuite virales. Le pronostic, il s'est globalement amélioré ces 30 dernières années, avec une survie globale qui augmente, mais des données qui sont très, très anciennes, et on a très peu quand même de données récentes dans la littérature. Après transplantation, c'est des patients qui vont quand même avoir un pronostic plus atteint que les patients cirrhotiques, avec une survie qui, même si elle a globalement s'est améliorée sur les 15 dernières années, reste moins bonne que les patients cirrhotiques après transplantation. Le pronostic, il dépend de la cause, et notamment, par exemple, des intoxications au paracétamol vont être les étiologies qui vont avoir le pronostic le plus favorable. Et puis, on peut parler donc des atteintes auto-immunes de cancer ou le Wilson qui vont avoir les pronostics les plus sévères. Elles vont dépendre surtout donc, de l'apparition de l'encéphalopathie hépatique, qui est corrélée à l'amonémie biologique. Et si on reprend donc nos données là également locales, donc une dizaine d'années de patients hospitalisés avec une insuffisance hépatique aiguë, on voit que les patients avec insuffisance hépatique aiguë sévère, c'est-à-dire sans encéphalopathie, vont tous survivre sans transplantation, alors que les patients qui présentent une encéphalopathie vont survivre dans un tiers des cas, être transplantés dans 40% des cas et avoir quand même 25% de mortalité dans les 3 mois post-greffe. Cette survie, elle dépend de l'apparition d'une infection, et donc les patients qui vont s'infecter seront les plus sévères, donc ce sera un facteur de risque de mortalité. Elle va dépendre de l'apparition des défaillances d'organes, notamment hémodynamiques, marquées souvent par l'acidose lactique ou la défaillance rénale, et elles vont dépendre de l'âge. Ces patients, comment ils vont être inscrits sur liste de transplantation? Donc, on peut les inscrire grâce avec une modalité de super urgence. On va avoir une priorité nationale pendant 48 heures qu'on peut renouveler. Et on les inscrit actuellement surtout un peu avec ces différents scores pronostiques. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils dépendent un petit peu du type d'étiologie, donc avec les différences paracétamol, non paracétamol ou amanite phalloïde. Mais globalement, dans tous ces critères, ce qui va ressortir comme facteur qui permet l'inscription sera l'acidose métabolique, l'encéphalopathie hépatique, et puis après des insuffisances hépatiques très profondes avec des INR augmentés. Donc, qui transférer vers un centre de transplantation et quand? C'est quand on va avoir un patient avec insuffisance hépatique aiguë avec une altération rapide des fonctions de synthèse. Encore plus, bien sûr, si on a une encéphalopathie hépatique qui va vraiment être le tournant pronostique majeur, devant une acidose métabolique lactique, devant des hypoglycémies ou devant une insuffisance rénale aiguë. Donc, pour conclure, pour l'insuffisance hépatique aiguë, c'est donc une atteinte des fonctions de synthèse chez un patient avec un foie 100. Les facteurs pronostiques sont l'âge, l'encéphalopathie hépatique, l'acidose lactique, insuffisance rénale aiguë et l'étiologie. Qui transférer? Il faut probablement transférer par excès et précocement.
pour réussir à avoir donc bien une inscription qui sera faite uniquement en centre spécialisé et quand le plus rapidement possible. Et donc là encore, on est bien sûr disponible pour vous aider à l'évaluation et à rapprocher ces patients précocement. Merci Marie-Charlotte. Je pense qu'on va passer directement à la prochaine présentation. Et puis, on fera les questions à la fin de la session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les notez, puis on les prendra après. Alors, donc moi, je vais vous parler des critères d'accessibilité à la transplantation hépatique dans le contexte de cirrhose. Et donc, là, le maître mot, c'est vraiment l'anticipation. Et donc, le but, c'est de vous expliquer pourquoi. Donc, moi, je suis le docteur Fanny Lebossé, je suis pathologue dans le service des pathologies de l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc, la transplantation hépatique, on l'a vu déjà avec la présentation de Marie-Charlotte, c'est le seul traitement curatif pour plusieurs pathologies qui affectent le foie, notamment la cirrhose ou toute insuffisance hépatocellulaire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un don qui est anonyme et gratuit. Et donc, en France, la transplantation hépatique s'effectue essentiellement à partir de donneurs qui sont décédés. Les donneurs vivants, on en retrouve essentiellement pour des receveurs pédiatriques en majorité. Les donneurs décédés, donc ce sont des sujets en état de mort encéphalique. Et puis, on a certains donneurs qui sont des donneurs décédés après arrêt circulatoire. Je vous en parle parce que ça a son importance après pour l'accessibilité parfois à la transplantation hépatique. Vous pouvez voir sur le graphique de droite les différents délais d'attente pour les patients en fonction du score MELD et donc l'incidence cumulée en ordonnée d'accès à la transplantation hépatique. Donc on voit que les patients les plus graves qui ont un score MELD supérieur à 30, c'est les courbes bleues et jaunes, eux ils vont attendre à moins de 3 mois. Tous les patients, on atteint un peu un plafond, tout le monde est transplanté et sinon les autres sont décédés ou sortis de liste pour aggravation. Donc, on est entre 1 et 2 mois de délai d'attente. Pour les patients qui ont un score MELD intermédiaire entre 25 et 30, on va dire qu'on a un délai finalement d'attente qui commence déjà à s'allonger avec un peu moins de 80% des patients transplantés hépatiques à 6 mois. Puis ensuite, les scores MELD encore inférieurs, score MELD de 20-25, on est sur un délai d'attente entre 9 et 12 mois à peu près. Et puis pour les autres patients, ils peuvent attendre bien plus longtemps. Bien sûr, ces scores en fait MELD dépendent aussi de la gravité et de la pathologie sous-jacente plutôt. Et que les patients qui ont un score MELD inférieur à 20 sont plus souvent greffés pour un carcinome hépatocellulaire. Et on reviendra là-dessus où le délai d'attente n'est pas le même. Ce sera la présentation du docteur Antonini. Donc, les 3 questions, finalement, comment est-ce qu'un patient accède à la transplantation hépatique en France? Eh bien, tout d'abord, avant d'accéder à la transplantation hépatique, il y a tout un bilan d'évaluation de la transplantabilité du receveur qui est fait. Et ça, j'insiste là-dessus parce que ce bilan, il peut durer 2 jours pour les patients qui sont admis en réanimation avec vraiment une urgence vitale. Mais sinon, pour les autres patients, on a parfois jusqu'à 3 mois d'évaluation parce que ce sont des examens qu'on n'arrive pas forcément à avoir en urgence. Donc, on fait tout un bilan des comorbidités, on va rechercher des contre-indications oncologiques, on va faire un bilan infectieux et puis après, il y a toute une étape de préparation de la greffe et de la période post-transplantation hépatique. Je vous ai mis un peu ici la liste de tout ce qu'on réalise. Marie-Charlotte a commencé à vous en parler. Le but, c'est absolument pas que tout le monde sache ce qu'il faut faire, mais de vous montrer à quel point on a des examens qui sont divers et variés et que ça peut ralentir l'accessibilité à la greffe d'un patient si on le reçoit trop tard. En fait, on n'a pas le temps de réaliser tous ces examens et le patient nous échappe. Donc, il y a surtout une évaluation cardiovasculaire, évaluation de la fonction rénale, nutritionnelle, la recherche de toutes les contre-indications d'ordre oncologique avec coloscopie pour les patients de plus de 50 ans, consultation ORL pour les patients tabagiques, mammographie, consultation de gynécologie, etc. etc. Le bilan infectieux avec une consultation en vaccinologie quand on a le temps. Et puis, préparation de la transplantation hépatique où le patient il voit les chirurgiens, les anesthésistes, le psychologue, les infirmières d'éducation thérapeutique et bien évidemment la coordination de la greffe. Donc, c'est un bilan qui prend du temps et d'autant plus qu'on a des receveurs de plus en plus âgés. Vous voyez ici sur les données 2025 qu'on a une hausse de 44% des nouveaux inscrits de plus de 65 ans en 2 ans.
Donc, maintenant, on est à 17% des patients nouvellement inscrits qui ont plus de 65 ans. Donc, évidemment, ce sont des patients qui sont plus comorbides, avec une évaluation qui est plus longue, qui doit être plus fine, parce que évidemment, on n'accepte pas les mêmes comorbidités pour un patient de plus de 65 ans que pour un patient de moins de 50 ans. Donc, l'âge moyen à l'inscription, il est actuellement de 53 ans. Ensuite, une fois qu'on a fait ce bilan, l'attribution des greffons se fait selon un score qui s'appelle le score foie. Ce score foie, il est censé évaluer la gravité du patient, c'est-à-dire l'urgence à le transplanter hépatique. Et en fonction de ça, il sera priorisé sur la liste d'attente nationale. Ce score, il est indépendant de la distance entre le donneur et le centre de transplantation du receveur. Et il y a 3 paramètres qui sont pris en compte, dont la pondération va varier selon le type d'indication, mais ça, à la limite, ce n'est pas nécessaire de le savoir. C'est l'indication de greffe, le score MELD et la durée d'attente. Ces 3 paramètres ne sont pas tous pris en compte. On va y revenir. Et puis ensuite, une fois qu'on a une proposition de greffon, ce qui va compter, c'est la distance en minutes entre le centre de prélèvement et le centre de greffe. Et c'est un modèle gravitaire, c'est-à-dire qu'on accepte des grandes distances pour les patients les plus sévères. Pour les patients les moins sévères, le greffon ira au plus proche. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a posé les bases, le bilan pré-transplantation hépatique et puis le principe du score, comment est-ce qu'un patient qui a une cirrhose décompensée, entre guillemets, simple, accède à la greffe? Dans ce cas-là, la seule chose qui est prise en compte dans cette indication de cirrhose isolée, c'est le score MELD. Donc, l'INR, la bilirubine, la créatinine. Et vous voyez que dans cette indication, et seulement dans cette indication, il n'y a pas d'évolution selon le temps d'attente. Donc, le score MELD correspond à un certain nombre de points, et en fonction de ce nombre de points, le patient accède à la transplantation hépatique. À partir de 15, on considère qu'il y a une indication de transplantation, mais en pratique, en dessous de 20-21, il y a peu de probabilité d'accès à la transplantation hépatique parce que ça fait peu de points. Et la probabilité, elle augmente ensuite à partir de 25, et plus le MELD est élevé. C'est pour ça qu'on a tendance à se dire, finalement, peu importe le moment où on adresse le patient pour la greffe, puisque finalement, le temps n'évolue pas. Oui, mais non, en fait, et c'est là où c'est la fausse, c'est une idée reçue, puisque finalement, en fait, ce score MELD, c'est un marqueur qui est très imparfait du risque de mortalité à 3 mois. Il a été il a été développé il y a plus de 20 ans, dans des cohortes historiques. Et initialement, vous voyez sur ce papier, donc sur le papier initial, avec une assez bonne estimation de la survie à 3 mois. Dans une étude qui n'est pas si récente que ça, qui date d'il y a plus de 10 ans, des auteurs ont montré, c'est une grosse étude européenne sur plus de 1000 patients, que le score MELD était inférieur à d'autres scores pour prédire la mortalité à 3 mois. C'était des patients admis pour une décompensation aiguë de cirrhose qui n'avaient pas de défaillance d'organes. Donc, ce score est quand même relativement mauvais pour prédire le risque de mortalité à 3 mois. Donc, il ne faut pas se dire, faut pas être faussement rassuré en se disant, mon patient, il a un score MELD à moins de 25, il n'aura pas d'accès à la greffe, donc je l'adresserai au dernier moment. Non, parce que premièrement, il y a le temps du bilan pré-greffe, et deuxièmement, parce que finalement, ça ne reflète peu son risque de mortalité sur liste d'attente. C'est aussi un score imparfait, le score MELD, parce qu'il est peu pertinent, notamment pour les femmes. Vous voyez la courbe rouge, le risque d'être, l'accès à la transplantation, c'est la courbe pleine pour les femmes avec le même score MELD. Il est significativement inférieur à celui des hommes et de façon miroir, le risque de décès pour les femmes est augmenté par rapport aux hommes. Donc, certaines catégories de population sont défavorisées par ce score MELD. Pourquoi? C'est parce qu'il prend en compte la créatinine et on sait qu'il y a une grosse variation de l'expression de créatinine plasmatique en fonction de la masse musculaire. Donc, les femmes, clairement, ont une gravité qui est sous-évaluée par ce score MELD. Tous les patients qui ont un peu de petit poids et puis tous les patients dénutris. Donc, quand on exclut les femmes et les patients dénutris avec une cirrhose décompensée, globalement, on exclut plus de 80% des patients avec une cirrhose décompensée. Donc, encore une fois, il ne faut pas être rassuré par le MELD. C'est vraiment un mauvais indicateur. Et c'est pour ça que même si ces patients-là n'ont accès à la greffe que par le MELD, on développe des options alternatives. On peut leur faire accéder à la greffe par une bipartition, c'est-à-dire un foie de donneur adulte qui normalement doit aller à un enfant. Donc en fait, on donne seulement le foie gauche à l'enfant et puis l'adulte peut prendre le foie droit. Ou on peut utiliser le pool de donneurs à cœur arrêté. C'est pour ça que je vous en ai parlé au tout début.
dont le but pour lequel on a plus de liberté sur l'utilisation des greffons. Donc, dans tous les cas, ça peut s'envisager que si on anticipe absolument la potentielle aggravation du patient et la sévérité du patient. Donc, parce qu'il faut, encore une fois, que le patient soit bilanté, qu'on envisage des options alternatives. Et puis, s'il se dégrade, il est déjà inscrit, il est déjà connu, ça va plus vite. Enfin, la cirrhose, c'est une maladie qui est dynamique, avec une évolution qui est parfois rapidement défavorable. Et notamment, les patients qui ont une décompensation aiguë, dans les 3 premiers mois après admission, il y en a qui vont directement évoluer vers la défaillance d'organes, d'autres qui ont une cirrhose qui est non stable, c'est-à-dire qu'ils vont être au moins réadmis une fois dans les 3 mois après la première admission. Et puis d'autres qui ont une cirrhose qui est complètement stable. On sait que ces patients-là, ils n'ont pas le même risque de décès ensuite après la première épisode de décompensation aiguë. Vous voyez qu'en rouge, les patients les plus graves qui évoluent vers la défaillance d'organes, évidemment, ils ont une probabilité de décès importante, mais aussi les patients qui ont une cirrhose non stable, c'est-à-dire qui vont être admis au moins une fois dans les 3 mois après une première admission pour décompensation aiguë. Donc, il faut aussi repérer ces patients à risque. Donc, ça, c'était pour les patients finalement avec une cirrhose simple, on va être décompensé mais simple. On va passer maintenant aux complications sévères, parce que parfois, il y a certaines complications qui sont plus sévères que d'autres de cirrhose. Et dans ces cas-là, il y a un autre système qui a été mis en place pour court-circuiter, si vous voulez, le score MEL qui ne reflète pas systématiquement la gravité du patient. C'est ce qu'on appelle le système de composantes experts. C'est-à-dire qu'on développe des exceptions au score MELD. Donc, c'est des choses qui sont assez codifiées. Et donc, il faut qu'on fasse des demandes et ça est accordé par 2 voire 3 experts de l'ABM. Et on va nous accorder 650 jusqu'à 800 points pour un patient à 3, 6, 9 ou même 12 mois en fonction de l'indication. Donc, ça, ce n'est pas l'expert qui décide, hein, c'est bien réglé. Ce sont les règles de l'Agence de biomédecine. Mais ça nécessite d'anticiper, puisque le patient, s'il a 12 mois d'attente, évidemment, il peut se passer plein de choses. Donc, les principales indications pour lesquelles il y a des exceptions au score MELD, c'est l'acide réfractaire, l'encéphalopathie hépatique, l'hémorragie digestive récidivante, le carcinome hépatocellulaire intraitable, et ça, Teresa vous en parlera, mais aussi les cholangites biliaires primitives, les cholangites sclérosantes primitives, les angiocolites récidivantes et le prurite réfractaire. Le but, ce n'est pas de parler de tout ça, mais de parler essentiellement des 2 complications principales de la cirrhose, à savoir l'acide réfractaire. L'AFEF a proposé une définition opérationnelle de cet acide, donc on va dire difficile à traiter. C'est une acide qui ne peut être éliminée, clinique qui ne peut être éliminée, ou qui est récidivante. C'est-à-dire qu'à partir de 3 ponctions évacuatrices dans la même année, il faut se poser la question de la prise en charge. Et donc, évidemment, chez des patients qui ont un régime sans sel ajouté et un traitement diurétique à dose maximale. Et donc, chez ces patients avec une contre-indication au TIPS, parce que la première proposition thérapeutique, c'est de mettre en place un shunt intrahépatique portosystémique, ou si le TIPS est non efficace, à ce moment-là, il faut se poser la question de la transplantation hépatique. Pourquoi? Donc là, c'est une vieille étude, mais finalement, les données sont toujours aussi valables. Vous voyez que chez les patients qui ont un shunt, c'est la courbe pleine, versus les patients pour lesquels on poursuit les ponctions d'acide, la survie n'est pas la même. Et ces patients qui sont contre-indiqués au TIPS, qui ont encore des ponctions du kit d'acide, finalement, leur médiane de survie, elle est à 1 an. Donc, si on attend finalement 1 an que le patient, pour l'adresser à un centre de transplantation hépatique, il y a déjà une chance sur 2 pour qu'il soit décédé. Sachant que derrière, quand on reçoit un patient pour une indication de transplantation hépatique pour acide réfractaire, il faut encore faire une demande et les points pour l'accès à la greffe ne seront accordés qu'en 6 mois, à partir du moment où on la demande. Donc, en fait, d'où l'importance d'enclencher le chronomètre le plus vite possible et d'adresser ces patients à un centre de transplantation hépatique le plus vite possible. Ce délai peut être raccourci à 3 mois en cas de complications plus sévères, l'hydrothorax récidivant ou une ascite associée à une encéphalopathie hépatique chronique, des complications de type hernie ou complications cutanées de hernie, et puis des infections du liquide d'acide à germe multirésistant ou qui ont nécessité une prise en charge en soins continus. Encore une fois, c'est important. Voilà, on aura un 3 mois incompressible d'attente. Donc, si on attend le dernier moment, ces patients-là, ils ont un risque de décès sur liste d'attente qui est majeur. La deuxième indication principale pour lesquelles on fait des demandes de composantes experts, pour lesquelles le score MELD peut être particulièrement pris en défaut, c'est l'encéphalopathie hépatique. Vous voyez ici, sur ces 2 études de 2026, que l'encéphalopathie
en soi, c'est un facteur de risque indépendant de mortalité. Et plus le patient fait un épisode d'encéphalopathie hépatique grave, plus il a de risque de décéder. Et c'est aussi donc, dans cette étude de plus de 7000 patients, qui est rétrospective, avec 50% de patients avec une maladie liée à l'alcool, l'encéphalopathie hépatique fait partie des paramètres qui permettent d'établir un score d'évaluation de la mortalité. Donc finalement, l'encéphalopathie hépatique, grade supérieur ou égal à 2, c'est un facteur de risque de mortalité indépendant et qui doit alerter. Même si c'est un seul épisode, avec un facteur déclenchant, c'est un signe de gravité et il faut probablement, si le patient est éligible, en référer à un centre de transplantation hépatique. Ensuite, il y a le cas de l'encéphalopathie hépatique minime, qu'on commence à connaître de plus en plus. Il faut savoir que 60% des patients cirrhotiques ont une encéphalopathie hépatique minime ou grade 1, c'est-à-dire que ce sont des patients qui n'ont pas d'astérixis, mais qui vont avoir un ralentissement idéomoteur pour le grade 1, avec une inversion du rythme dictéméral, et pour l'encéphalopathie hépatique minime, vont avoir des troubles des tests neuropsychologiques. Ça veut dire qu'il faut dépister tous nos patients, même ceux qui n'ont pas d'antécédent d'encéphalopathie hépatique, puisque les autres ils basculent directement dans la case encéphalopathie hépatique, en faisant un test des animaux. C'est un test qui est vraiment très simple. On demande aux patients de dire le plus de noms d'animaux possible en 1 minute. Et si le patient est à moins de 20, c'est qu'il a probablement une encéphalopathie hépatique minime débutante. Moins de 15, c'est encore plus sévère. Et vous voyez ici que pour les patients qui ont un diagnostic d'encéphalopathie hépatique minime, ce sont les patients en rouge, le risque de décès ou de transplantation hépatique est plus important que ceux qui n'ont pas d'encéphalopathie hépatique minime. Donc, c'est pour cela que les nouvelles règles de l'Agence de biomédecine permettent l'attribution de points pour accès à la transplantation hépatique à 9 mois pour les patients qui ont une encéphalopathie hépatique minime, évidemment à condition qu'elle soit réfractaire au traitement médical, lactulose et rifaximin. Des points experts à 6 mois pour les patients qui font de l'encéphalopathie hépatique grade 2 à 4, évidemment réfractaires au traitement, et des points à 3 mois pour les patients vraiment très sévères qui ont été hospitalisés 2 fois en 6 mois, sans facteur déclenché retrouvé ou pour des formes rares. Donc, en résumé, si votre patient a une cirrhose ou une autre maladie hépatique qui engage à moyen terme son pronostic vital, c'est-à-dire si son score MELD est supérieur à 15 ou qu'il est inférieur à 15, mais avec des complications sévères de type encéphalopathie hépatique, ASITS, avec plus de 3 ponctions par an, et qu'il est contre-indiqué au TIPS, ou qu'il a des hémorragies digestives récidivantes contre-indiquées au TIPS, des complications pulmonaires, si vous avez le moindre doute, il vaut mieux l'adresser à un centre de transplantation hépatique le plus tôt possible, en raison du mode d'accès à la greffe, avec la nécessité de jouer sur les composantes experts. Et ça, c'est vraiment notre travail de jouer avec ces règles de l'Agence de biomédecine. Et aussi en raison du risque de mortalité sans greffe qui est parfois mal évalué avec le score MELD seul. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire pour cette présentation. On va enchaîner avec la présentation du docteur Antonini, qui va vous parler de l'accès à la greffe pour le carcinome hépatocellulaire. Donc, le docteur Antonini va vous parler. Donc, le docteur Antonini est responsable médical du centre de transplantation hépatique des Hospices civils de Lyon, enfin, transplantation hépatique adulte des Hospices civils de Lyon. Et donc, elle va vous parler de l'accès à la greffe pour le carcinome hépatocellulaire. Bonjour à tous, merci Camille pour cette introduction. Et donc, effectivement, après la cirrhose décompensée et la CLF, on va parler de l'accès à la greffe pour un cancer primitif du foie, donc les CHC. Donc, il faut poser la question de la transplantation dès les premiers nodules ou les premiers nodules et à chaque récidive. Et j'essaierai de vous expliquer pour quelles raisons cet timing est si donc, en effet, là, c'est l'activité de la transplantation. Vous voyez l'activité de la transplantation hépatique. De la transplantation hépatique jusqu'au avec des données de 2025. Ça. Oui. Petit problème, ça peut Donc, en 2025, on a inscrit 1900 patients. On en a greffé 1431.
Il en avait au 1er janvier qui n'avaient pas été transplantés l'année précédente 416. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une grosse différence entre l'offre et la demande de transplantation hépatique et que malheureusement, il y a eu en 2025 plus de 300 patients qui sont décédés en attendant des greffes, autrement dire presque 20% des patients qui ont été inscrits. Donc, être inscrit sur liste, c'est un timing, c'est compliqué. Fanny vous l'a expliqué et malheureusement, 20% des patients décèdent en attendant des transplantations. Donc, cette pénurie qui reste stable dans les temps et on n'arrive pas à s'en sortir, franchement. Là, alors, d'où viennent les greffons? Vous voyez qu'effectivement, jusqu'en 2019, il y avait une grosse partie des greffons qui étaient, donc c'est les lignes bleues, qui étaient approvisionnés par les donneurs en mort encéphalique. Et puis, il y a eu les Covid qui est passé par là. Et depuis, effectivement, le Covid, on n'est pas arrivé au même chiffre qu'on avait auparavant. Par contre, on a pu développer un autre type de source, entre guillemets, de greffons, qui sont les donneurs, ce qu'on appelle M3, avec une activité qui évolue dans les temps et qui augmente, et qui devrait augmenter encore dans les années qui viennent. Là, vous voyez les indications de transplantation hépatique selon la maladie initiale. Alors là, c'est des données de l'Agence de la biomédecine de 2025. Et il faut considérer que quand l'Agence de la biomédecine fait ce type d'extraction, quand il considère la maladie initiale, il considère la cause de la transplantation hépatique. Donc, on a 26% des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire comme cause principale d'indication des greffes. Mais bien évidemment, dans tous les autres patients, il peut y avoir des patients qui ont des cancers, mais dans l'indication n'est pas les cancers en lui-même, mais c'est par exemple la décompensation de la maladie du foie. Vous voyez que l'année dernière, ça a été la première année où la première cause de maladie du foie indiquant la transplantation hépatique n'était pas les CHC, mais était la maladie du foie liée à l'alcool. Mais encore une fois, ces données ne sont pas brutes. Il faut considérer que parmi les patients qui ont une maladie du foie liée à l'alcool, il y a bien évidemment des patients qui ont un CHC également. Là, vous voyez les évolutions des composantes des greffes. En effet, les patients ils accèdent à la greffe, Fanny vous l'a expliqué, pour la maladie du foie, selon la gravité de la maladie. Et puis, il y a les exceptions. Et vous voyez dans la ligne verte qu'il y a une augmentation nette de l'accès à la transplantation hépatique pour les patients qui ont une cirrhose et donc la possibilité d'avoir des exceptions au score. Et là, c'est quelque chose qui est assez compliqué, je vous les concède, et pour lesquels, par contre, en centre des greffes, on discute tous les jours. Et concernant les CHC, vous voyez qu'effectivement, il y a une diminution de l'accès à la transplantation hépatique pour les patients qui ont un cancer du foie avec une composante expert. Donc, 28% contre 38% en 2018, mais qui suit un peu cette diminution du nombre d'indications des greffes pour cancer du foie. Et puis, la composante récidive, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de patients. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et donc, les critères d'attribution des greffons pour cancer du foie, il y a deux critères principaux. La première, c'est le nombre de nodules. Donc, il faut une lésion d'au moins 2 cm, c'est là seulement une lésion à la base, qui soit active. Le fait qu'il soit actif, c'est très important puisqu'on ne peut pas donner des points à un patient qui a eu un CHC qui était traité. Et donc, en termes de lésion, il faut que les CHC fassent au moins 2 cm, donc 18 mm. Les patients, si on a un patient qui est adressé en centre des greffes pour un CHC de 18 mm et qu'on veut inscrire, eh bien là, il n'aura pas de points parce qu'il faut qu'il fasse au moins 2 cm, j'insiste. Ou plusieurs lésions de plus d'1 cm, puisque les radiologues ont du mal à affirmer la présence d'un CHC quand cette lésion, elle fait moins d'1 cm. Et puis, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de métastases à distance et qu'il n'y ait pas d'invasion vasculaire. Et puis, il faut que les patients ils soient dans les scores alpha-fétaux. Donc, les scores alpha-fétaux, c'est un score composite qui prend en considération 3 paramètres: les diamètres des lésions, le nombre de nodules et les chiffres de la phétoprotéine. Il faut que la somme de ces 3 paramètres soit tout simplement inférieure ou égale à 2. Donc, je vous ai fait des petits exemples. On a un patient qui a 3 nodules de 19 mm. Donc, en termes de taille, on a 0 point. En termes de nodules, il a 0 point. Il a la phétoprotéine qui a 40. Donc, c'est tout bon. Il a un score alpha-féto à 0. Il peut être inscrit et il peut avoir une attribution de points. Et on verra de combien de points. On a un autre patient qui a un nodule de 28 mm.
Donc, il a 0 point pour la taille, un seul nodule, donc encore une fois 0 point, mais il a un alpha-fetoprotéine à 200. Donc, c'est parce qu'il a un score alpha-féto à 2, donc ça passe encore. Parce qu'il faut que ce soit supérieur, inférieur ou égal à 2. Et puis, par contre, on a un patient qui a 4 petits nodules de 15 mm, mais avec une alpha-fétoprotéine à 120, eh bien là, il a un score alpha-fétoprotéine à 4, ce qui veut dire que si on les met sur liste des greffes, il n'aura pas de points. On peut les mettre sur liste, mais il n'aura pas de points, et donc il aura très peu de chances d'accès à la transplantation hépatique. Pourquoi on s'est basé sur ce score? Ce score, il vient d'une étude multicentrique nationale où effectivement, on a repris les résultats de la transplantation hépatique sous la cohorte française. Et vous voyez sur les lignes, donc regardez plutôt les côtés A de la diapositive, les côtés B, c'est une analyse de performance, mais en tout cas, côté A, c'est les résultats de notre cohorte française. Et vous voyez que 70% des patients, quand ils sont dans les scores alpha-fétaux, ont une survie à 5 ans, alors que s'ils sont en dehors du score alpha-fétaux, cette survie, elle est inférieure à 50%. Et si vous regardez toujours la partie A, les lignes rouges, vous voyez que les taux de récurrence, si les patients ils sont dans les scores alpha-fétaux, il est de 13%, donc il n'est pas nul, c'est quand même presque 15%. Et en revanche, si les patients il est en dehors du score, bah, ce taux de récidive il est de 45%, donc ce n'est pas acceptable, encore une fois, dans cette période de pénurie des greffons dont nous sommes victimes, nous et nos patients, depuis longtemps. Alors, l'allocation des greffons, Fanny vous a déjà montré ces lignes toutes colorées. Donc, pour la cirrhose, c'est en fonction des gravités. Les patients, il a un score de MELD à 40, il a 1000 points, il est tout en haut de la liste. Pour les CHC, c'est beaucoup plus compliqué puisque le temps, le nombre de points dépend du temps passé sur la liste. Donc, vous voyez qu'un patient qui est inscrit, sauf les patients qui ont un MELD élevé, mais un patient qui est inscrit avec un score de MELD à 10, ce qui est la grosse, ce qui est le standard pratiquement en greffe pour CHC, bah, ces patients-là, donc c'est la ligne bleue tout en bas, à 6 mois, il doit avoir 20 points. Et le score MELD aura à 1 an et demi, donc à 18 mois d'attente, 566 points, ce qui lui permet à peine de commencer à avoir des appels de greffe. Mais vous comprenez bien qu'un patient qui a un cancer depuis 1 an et demi, voire 2 ans, eh bien, il va être de plus en plus compliqué de les garder sur la liste, puisque nous devons, tous les 3 mois, mettre à jour les fameux scores alpha-fétaux. Donc, tous les 3 mois, on rentre, après l'inscription du patient, on rentre les caractéristiques du CHC, et s'il a évolué, eh bien, il sortira des critères de greffe pour CHC. La greffe, c'est un métier, c'est compliqué, puisqu'effectivement, il y a ces deux accès de la greffe, côté cirrhose et côté CHC, mais en réalité, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a des exceptions qui sont liées au type de la complication de la maladie du foie, comme Fanny vous a expliqué, des exceptions qui sont liées au type de la maladie, puisque par exemple, dans les maladies métaboliques, le foie il marche bien, le score de MELD est très bas, et donc il a des critères d'attribution de points pour prioriser ces patients qui ont besoin d'une greffe et qui n'auraient pas de points. Et ensuite, là, on a certains cancers, c'est la même chose en fait. Donc, du coup, effectivement, il y a de composantes experts pour ces cancers. Et puis, enfin, on arrive pour les CHC sur les 2 composantes experts qu'on peut demander quand on a un patient qui a un CHC, et c'est dans 2 cas de figure bien précis, c'est les CHC intraitables et la récidive du CHC. Il faut savoir que pour chacune de ces composantes, Fanny vous l'a montré pour l'acide, mais croyez-moi, c'est vrai pour toutes ces maladies, il y a une attribution de points 650, 700 ou 800 points, avec un délai qui peut être un délai immédiat pour des formes où il y a un décès potentiel en dehors de priorisation, par exemple les angiocolites, dans certains critères. Et après, les délais, effectivement, ils sont espacés dans les temps entre 3, 6 et 9 mois. Et donc, du coup, on est encore nettement inférieur au délai d'accès à la greffe pour les patients qui ont un cancer du foie. Ce qui est très important, Fanny l'a dit, mais je l'ai redit, c'est que la priorisation, le temps, il part à partir du moment où le centre des greffes demande la priorisation et encore plus du moment où l'expert la demande.
Donc, effectivement, si on reçoit les patients au bout de 6 mois, 1 an de prise en charge, mais effectivement, c'est 6 mois ou 1 an de perdu pour les patients et avec un espoir d'accès à la transplantation hépatique moindre. Concernant les exceptions pour les CHC, je vous disais, il y en a 2. Donc, c'est les CHC intraitables. C'est les patients qui présentent une contre-indication à un traitement d'attente, mais qui a un MELD qui est inférieur à 15 et qui a, bien évidemment, ce fameux score alpha-féton inférieur à 2. Ou les patients qui ont une récidive de CHC. Donc, c'est un patient qui a eu un cancer qui a été traité de façon efficace. Donc, on prend en considération que les patients qui ont une hépatectomie ou une radiofréquence. C'est les patients qui récidivent sans cancer au-delà des 6 mois de la prise en charge chirurgicale ou radiologique. Ceci pour essayer de sélectionner les patients qui ont des formes les moins agressives. Et puis, encore une fois, ces fameux scores alpha-féton inférieur ou égal à 2. Et pour ces 2 composantes, on peut, en cas de CHC intraitable, avoir 650 points à 6 mois de la demande des composantes. Donc, on pratique beaucoup plus court que la composante CHC standard. Et pour la récidive des CHC, les patients ils vont avoir 650 points à 6 mois de la récidive. Donc, en effet, c'est le seul moment où, c'est pas à partir du moment où nous, on fait la demande, mais c'est à partir du moment où, dans l'histoire naturelle de la maladie, il y a un tournant qui fait que la maladie, elle s'est aggravée. Toutes ces règles ont été encore une fois élaborées puisqu'on est en période de pénurie. Et dans cette période de pénurie, c'est encore les CHC qui payent, entre guillemets, une grosse dette dans cette période de pénurie parce que vous voyez bien que quand on regarde l'incidence cumulée des greffes, alors les lignes sont toutes claires, mais en effet, la ligne continue, c'est les taux de décès de greffes pour CHC, donc c'est celle en bas à 77%. Et donc, vous voyez qu'effectivement, à 2 ans, les CHC, c'est celui qui a moins d'accès à la transplantation hépatique par rapport aux autres composantes. Donc, les autres tumeurs, la cirrhose, la rétransplantation hépatique. Et de façon miroir, bien évidemment, 20% des patients à 24 mois va décéder, en tout cas va sortir de liste pour aggravation ou décès. Et donc, en gros, les deux diagrammes veulent dire exactement la même chose. En gros, c'est les CHC qui payent probablement, encore une fois, la plus grosse partie de cette période de pénurie des greffons. Donc, en conclusion, les CHC est une des principales indications de la transplantation hépatique. Il y a des excellents résultats dans cette indication à condition d'être dans les fameux critères avec un score alpha-féton inférieur ou égal à 2. L'accès à la greffe dépend directement du temps passé sur la liste des points d'inscription, sauf pour les 2 exceptions dont je vous ai parlé. Et les traitements d'un CHC multifocal, plus de 2 nodules avant l'inscription sur liste, impactent négativement l'accès des patients à la transplantation hépatique. Puisqu'effectivement, si le patient il a eu 2 nodules traités, il ne peut pas accéder à la composante récidive. Et donc, du coup, il répare avec les diagrammes de au moins 18 mois d'attente. Et donc, en conclusion du conclusion, en cas des patients qui sont potentiellement éligibles à la greffe, contactez-nous pour qu'on discute pas de la prise en charge si vous le souhaitez, mais encore une fois, juste du timing de la prise en charge à mettre en place et de l'inscription. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Xavier Muller, qui est chirurgien dans notre service. Merci beaucoup, Teresa. Donc, on va passer à la présentation de Xavier Muller, qui est chirurgien en transplantation hépatique et qui va nous parler des nouvelles indications, notamment de transplantation hépatique et donc, de l'indication dans le cadre du cancer, des métastases hépatiques de cancer colorectal. Je fais le partage d'écran et c'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez voir la greffe pour les métastases hépatiques, un cancer colorectal. Ça reprend un peu toutes les notions qu'on vient d'aborder. Et ça va un peu rester dans la même philosophie que la transplantation pour le CHC. Ça, je commence. Ah, voilà.
Donc, vous connaissez la situation probablement, c'est la suivante. Vous avez un malade qui a un cancer colique avec des lésions hépatiques qui sont assez importantes, comme sur le scanner ici. C'est souvent des patients jeunes et donc se pose la question comment on peut proposer un traitement curatif à des patients qui ont une maladie métastatique assez évoluée, notamment au niveau hépatique. C'est un peu vite là. Donc la question qu'on va aborder dans ce contexte, c'est d'abord pourquoi faut-il greffer une maladie métastatique et particulièrement celle du cancer colorectal, parce que c'est un concept qui ne semble pas évident à première vue. Et puis, les questions qu'il faudra aborder aussi, c'est quels patients transplanter, comment et à quel moment. C'est intéressant un peu de retourner en arrière, de voir l'histoire naturelle en fait, de la maladie métastatique des cancers du côlon, notamment au niveau du foie. On sait bien aujourd'hui que le pronostic de ces malades est lié à la maladie hépatique, enfin, à la charge tumorale hépatique plutôt. Vous voyez par exemple que plus la charge tumorale dans le foie est élevée, moins bon est le pronostic de ces malades au niveau de la survie. Et deuxièmement, ces études qui s'intéressent à l'histoire naturelle nous ont bien montré que le deuxième critère, c'est la biologie tumorale, notamment dans cette étude qui est très ancienne. Vous voyez que déjà, le grade tumoral avait un impact significatif sur la survie des patients. Et donc, je pense que le concept qu'il faut avoir dans cette maladie, c'est que l'objectif doit être de réduire au maximum et idéalement complètement la charge tumorale au niveau hépatique, parce que c'est cette dernière qui va déterminer le pronostic. Et on sait que la chirurgie, qui est bien sûr aujourd'hui le standard pour arriver à opérer ces malades, on sait que la charge tumorale joue un rôle important dans le pronostic. Vous voyez, dans cette étude qui s'est intéressée aux critères qui déterminent la survie à 10 ans d'une chirurgie du foie pour métastase colorectale, vous voyez, si vous avez plus de 10 lésions, vous êtes dans des catégories avec un pronostic, même après chirurgie, beaucoup moins bon. La même chose va pour les résections R1, même si on sait aujourd'hui qu'on peut se permettre des résections R1, mais ça a quand même un impact sur la survie. Et donc, la chance de guérison avec une chirurgie diminue avec une charge tumorale qui augmente. Et donc, il faut s'imaginer ce schéma. Donc, il y a deux critères qui doivent rentrer en jeu quand vous réfléchissez à la prise en charge d'une maladie métastatique au foie d'un cancer colorectal. C'est la charge tumorale, bien sûr, comme on vient de voir, et la biologie tumorale. Et vous allez être limité au niveau de la chirurgie hépatique par ces deux facteurs, notamment le facteur de charge tumorale, parce que parfois, vous n'allez pas arriver à faire une clairance de la charge tumorale en respectant les critères oncologiques, notamment les critères de R1, mais aussi le futur foie restant du foie et la vascularisation du foie restant. Donc, pourquoi la greffe? Premièrement, ça permet de clairer complètement la charge tumorale hépatique parce que par définition, vous allez faire une hépatectomie totale. Donc, c'est la chirurgie la plus radicale que vous pouvez réaliser. Et deuxièmement, aujourd'hui, la chimiothérapie a évolué par rapport aux séries historiques de la greffe pour métastase hépatique d'un cancer colorectal. Et donc, ça va vous permettre de sélectionner le patient et d'agir sur le cancer au niveau systémique. Et donc, si vous combinez ces deux éléments, vous arrivez à la notion de transplante oncologie. Vous allez donc vous poser la question comment intégrer une greffe avec, bien sûr, le traitement immunosuppresseur dans un contexte oncologique d'hépatectomie totale. Il faut savoir que le critère un peu éthique de non-futilité d'une greffe hépatique, il est défini par une survie à 5 ans de plus de 50%. Et vous voyez que ça vient un peu de cette étude qui s'était intéressée au CHC et qui était la première à montrer une efficacité de la greffe pour des indications oncologiques. Et il est déjà clair dans cette étude que pour arriver à cette survie à 5 ans au-dessus de 50%, la sélection des malades est primordiale pour justement éviter une futilité de la transplantation.
Quand on parle de greffe pour métastase d'un cancer colorectal, il faut bien sûr s'intéresser à l'essai Transmed que vous connaissez peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul essai qui nous donne c'est le seul essai randomisé contrôlé. Donc, on va rapidement passer dessus parce qu'il va nous donner des données intéressantes. Première chose, il faut savoir que c'est un essai français majoritairement. Alors, il y a quelques centres italiens et belges, mais majoritairement français, ce qui va avoir une importance parce que vous allez voir plus tard que l'allocation des greffons et l'accès à la transplantation est bien sûr dépendant de la région, du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, cette étude randomisée dans 20 centres, vous voyez, c'est une période assez récente et il faut savoir que le contexte était que le seul moyen d'accéder à une greffe pour des métastases d'un cancer colorectal, c'était de passer dans cette étude. Donc, il n'y avait pas d'autre accès à la greffe. Critère de jugement principal, c'est justement cette survie à 5 ans qui doit être au-dessus de 50% pour pouvoir parler d'une greffe qui n'est pas futile. Et les critères d'inclusion, vous les voyez listés ici, ils sont extrêmement stricts. Donc déjà, il y a un critère de réségabilité des métastases qui devait être jamais résécable. On va y revenir. C'était une décision qui était prise dans une RCP nationale, indépendante des centres qui voulaient inclure les malades. Ça aussi, ça aura une importance. Bien sûr, pas de maladie extra-hépatique. Le primitif, contrairement au groupe avec la chimiothérapie palliative, était obligatoirement resséqué avec une certaine distance par rapport à la transplantation hépatique. La biologie tumorale aussi jouait un rôle avec seulement des patients BRAF wild type inclus, et puis la chimiothérapie pour sélectionner les malades, moins de 3 lignes, moins ou égal à 3 lignes, une réponse objective au moins pendant 3 mois, selon RESIST, ou une stabilité, et puis un critère de marqueur tumoral qui devait baisser au cours de la chimio ou être inférieur à un certain seuil prédéfini. Voilà ici le flowchart de l'étude. Donc, c'est 157 patients screenés pour finalement 47 patients par bras, chimio et transplantation suivie de chimio adjuvante. Et vous voyez qu'au final, 36 patients ont été greffés et 38 patients ont eu de la chimio seule. Je reviens sur cette notion de validation de l'inclusion par un comité indépendant. Et vous voyez que ça a une certaine importance parce qu'au moment du screening final, il y avait 40% des malades qui ont été exclus pour des raisons différentes. Mais il y a une sélection qui est faite selon notamment les critères de résécabilité. On va y revenir. Quand vous regardez la population rapidement, vous voyez que c'est des patients plutôt jeunes. Majoritairement, dans cette étude, il y a des côlons gauche, un peu de rectum, très peu de côlons droit. Bien sûr, peu de malades avec un RAS muté, très peu de malades avec un MSI. Et puis, la majorité, c'était des métastases synchrones, avec quand même une charge tumorale importante. Vous voyez, 50% des malades avaient plus que 20 métastases. Et puis, vous voyez que et ça c'est important, je pense, un projet de greffe dans ce contexte, c'est un projet long. Vous voyez, 17 mois entre le diagnostic et la transplantation hépatique. Donc, il faut bien dire aux patients qu'on est parti pour un projet de longue haleine. Quand on s'intéresse un peu à la chimiothérapie dans le bras greffe, vous voyez quand même beaucoup de chimio avant la transplantation, 34% de triplé, 45% des patients avaient déjà une deuxième ligne, et puis vous voyez plus de 50% de réponse partielle, 30% de maladies stables. Et quand on s'intéresse au timing, parce que ça va avoir une importance pour l'accès à la transplantation, vous voyez qu'il y avait 40 jours de médiane entre le dernier cycle de chimio et la transplantation, et 80% presque des malades avaient accès en moins de 2 mois. En ce qui concerne la chimio adjuvante, il y avait 68% qui avaient accès à cette dernière. Bien sûr, un certain nombre de patients
présentait des complications post-transplantation qui ne permettaient pas d'administrer cette chimiothérapie. Les résultats, vous les connaissez peut-être, je vous les remets. Donc, une survie globale à 5 ans à 56%, donc on est bien au-dessus des 50%. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est significativement mieux que la chimiothérapie palliative sans transplantation. Dans ces malades que je vous rappelle étaient tous récusés à la chirurgie. Donc, la seule autre moyen de traitement était la chimiothérapie palliative. La survie sans progression, à 5 ans, vous voyez que là, les résultats sont un peu différents. Alors certes, c'est mieux pour la greffe, mais il reste quand même presque 20% de malades qui ont une récidive. La survie sans progression est seulement à 20% dans le groupe transplantation. Quand on s'intéresse aux récidives, vous voyez que la majorité sont pulmonaires, avec une récidive isolée dans la majorité des cas, mais quand même, en tant que taux de récidive, vous êtes à 72%, 26 sur 36 malades ont récidivé, avec heureusement que 3 patients avec une récidive multiple. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité, 46% des malades qui ont eu une récidive étaient traités à visée curative de façon secondaire et une rémission secondaire était observée dans 25% des cas. Quels sont les messages clés maintenant de transmettre pour la suite de la prise en charge de ces malades? Je pense qu'il y a 3 éléments à aborder. C'est d'abord la notion de résécabilité, la notion de sélection des malades et puis d'accès à la transplantation. Donc, la résécabilité, on en a parlé. Alors, ce qui est intéressant d'en transmettre, c'est que vous voyez ici le schéma que finalement, 20% des malades qui initialement étaient adressés à la RCP nationale pour être inclus dans l'essai ont été récusés parce que finalement, ces patients ont été estimés résécables. Et c'est là tout le problème de bien classifier la maladie hépatique et de déterminer s'il est résécable ou pas. 7 sur 15 patients ont finalement une résection avec une survie à 1 an de 100%. Donc, je pense que le message ici, il faut vraiment être très exigeant sur les critères de résécabilité. Et si un patient est résécable, aujourd'hui, le standard reste la chirurgie. Et donc, c'est un élément clé qui doit être évalué par une RCP spécialisée, idéalement indépendante du centre qui veut greffer le patient. Ça, c'est des choses qui sont très bien connues par les chirurgiens hépatiques, c'est que la résécabilité, c'est tout d'abord une évaluation qui est difficile. Vous voyez dans cette étude récente néerlandaise que des patients qui sont initialement classés, par exemple, non résécables, ils sont reclassés soit parce qu'une autre équipe experte a d'autres moyens techniques ou tout simplement il y a une évolution de la maladie au cours du traitement et donc c'est important de faire une bonne évaluation initiale, de déterminer la résécabilité avant tout dans des cas borderline et puis de bien garder en tête que c'est un processus dynamique et qu'à chaque phase du traitement, il faut se reposer la question, est-ce que ce patient peut être réséqué ou pas? Et puis, ce qui est important pour le contexte français, c'est qu'il y a une obligation, et c'est toujours le cas, même après l'essai de transmettre, de valider l'inscription finale du patient en liste d'attente par une RCP indépendante régionale pour justement éviter de sous-estimer la résécabilité. Vous voyez aussi ce schéma qui a été publié par l'ESMO, qui est très intéressant et qui vous montre bien cette nécessité de garder en tête que la résection reste le gold standard et qu'à chaque étape, même de ligne de chimiothérapie, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce malade est résécable? Et seulement après, on parle de l'option transplantation. Deuxième point, c'est la sélection du malade qui est important. On l'a vu déjà dans le contexte du CHC, elle est encore plus importante pour les patients qui ont des métastases colorectales. La biologie tumorale, bien sûr, avec déjà comme critère important le BRAF, mais
Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Vous voyez par exemple l'Oslo Score qui a été développé par l'équipe de Norvège qui étaient les pionniers dans la greffe pour les métastases hépatiques d'un cancer colorectal. Bien qu'il ne soit pas calculé activement dans l'étude Transmet, c'est un peu les mêmes critères. Vous voyez, il y a des critères de taille, de progression sous chimiothérapie, mais aussi de marqueurs tumoraux. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui doivent être extrêmement strictes afin de garantir cette survie à 5 ans qui doit être au-dessus de 50%. Quand on s'intéresse de nouveau à Transmed, vous voyez délai médian entre la randomisation et la greffe de 50 jours et délai de moins de 60 jours entre la chimio et la transplantation dans 80% des malades. Par contre, il y avait un taux de dropout de 19% et vous voyez qu'il y avait dans 44% de ces patients qui étaient en dropout une progression pendant l'attente de la transplantation hépatique et une autre 30%, on découvrait un cancer, enfin une progression lors de la laparotomie exploratrice avant la transplantation hépatique, ce qui pose des questions plutôt logistiques. Mais vous voyez insister sur le fait de bien sélectionner les patients avant de les inscrire. Troisième point, donc comment avoir accès à la greffe dans le contexte de cette maladie. Vous voyez que les notions d'évolution sur liste d'attente et fenêtre d'opportunité sont importantes. Donc, il y a un accès priorisé pour les malades qui ont un cancer, des métastases hépatiques de cancer colorectal et qui rentrent dans les critères Transmet. On revient un peu sur les notions qu'on vient d'aborder de points experts. Et dans le cas de ces patients ici, s'ils sont validés par une RCP régionale, ils vont être discutés ils vont être validés par l'ABM pour avoir 700 points en 3 mois et ainsi avoir accès priorisé à un greffon hépatique. Après se pose bien entendu la question, et c'est là où il faudra coordonner avec le centre de greffe quand arrêter la chimiothérapie, notamment s'il y a des anti-angiogéniques, et quand enlever le primitif. Mais vous voyez que du moment où le patient est inscrit en liste, il faut attendre 3 mois pour avoir les 700 points, et donc il faut discuter effectivement l'option de la transplantation hépatique assez précoce dans le projet curatif. Et l'objectif final de ces 700 points, c'est qu'idéalement, il faudrait avoir une greffe dans les 30 jours de l'arrêt de la chimiothérapie pour ne pas courir le risque d'avoir une récidive sur la liste d'attente. Juste pour vous montrer un peu les chiffres de l'Agence de la biomédecine, on est d'accord que ça reste quand même des indications qui ne sont pas très fréquentes, bien que vous voyez que depuis 2024, ça augmente rapidement et que c'est pour cette raison que cette nouvelle règle des 700 points en 3 mois a été établie. À noter aussi que bien sûr, on peut greffer un patient qui est hors critères Transmet. Il n'aura pas d'accès priorisé à la greffe hépatique, mais on peut théoriquement l'inscrire puisque aujourd'hui c'est une indication validée, mais il faut savoir que du coup il faut probablement avoir accès à un donneur vivant et en plus ça pose des soucis en cas de retransplantation pour des complications. Donc ça reste quand même aujourd'hui, je pense, une option qui n'est pas recommandable. En résumé, donc, pour vous remettre les critères pour avoir accès à la greffe et ces 700 points en 3 mois, donc des critères d'âge, des critères bien sûr oncologiques. Important, il faut discuter le patient en RCP spécialisé régional et puis le contrôle de la maladie sous chimiothérapie, le primitif qui doit être resséqué avec bien sûr une résection selon les règles oncologiques. Donc, en conclusion, je pense que l'essai Transmet a probablement ouvert une fenêtre pour la greffe en tant que stratégie curative pour les métastases hépatiques colorectales qui sont non ressécables, avec une survie à 5 ans à 56% en intention de traiter. 3 éléments à retenir, c'est bien sûr au prix d'une sélection extrêmement stricte
Et probablement qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'ADN circulant, qui est pour l'instant pas pris en compte dans le protocole, mais qui semble être très intéressant. Deuxième point important, la résécabilité qui doit être déterminée par un centre expert en chirurgie hépatobiliaire avec tous les variables qu'on connaît. Et puis, à retenir que dans l'essai de transmettre, 20% finalement étaient convertis en résécables. Troisième élément, l'accès à la transplantation avec les points experts afin d'éviter un temps d'attente prolongé et éventuellement l'option du donneur vivant, mais attention, restant prudent dans cette option. Et puis, à garder justement en tête le drop-out de 19%, où se pose donc la question d'un meilleur contrôle de la maladie en attente de la greffe ou même d'inscription. Et il y a certaines équipes, notamment celle d'Oslo, qui recommandent des PET scanners pour avoir une évaluation métabolique des métastases au cours du traitement. Et puis à garder en tête que malgré que la survie soit très bonne, il existe quand même une récidive très fréquente dans ces malades immunosupprimés, avec heureusement des récidives souvent uniques au niveau pulmonaire qui sont amenables à un traitement curatif. Donc pour conclure, et ça c'est un papier récent des collègues américains, je pense qu'il faut quand même rester prudent dans l'indication des métastases hépatiques. Vous voyez bien qu'on se base ici sur une seule étude randomisée avec 40 malades. Il reste beaucoup de points à détailler, notamment en ce qui concerne la sélection, le meilleur timing de la greffe, l'accès à la greffe, tout ça est encore en cours. Et donc, il faut surtout rester dans le cadre du protocole et pas greffer des malades qui sont hors critères. Je vous remercie. Merci beaucoup, oui. Xavier. On peut prendre quelques questions si certains ont des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou. Oui, Fanny, tu m'entends? De toute façon, le message principal qu'on voulait partager avec vous ce soir, de toute façon, c'était vraiment la nécessité d'adresser rapidement les patients et puis d'en discuter. Ça ne veut pas forcément dire que s'il n'y a pas d'indication, on ne vous en voudra pas. Et puis, dans tous les cas, on ne vous en voudra pas. Et puis, c'est important de se coordonner et de rediscuter. Après, les patients peuvent être pris en charge sur plusieurs sites, hein, notamment pour les patients qui sont traités par des carcinomes hépatocellulaires. Ce n'est pas le souci, mais voilà, c'est vraiment important de bien se coordonner, d'anticiper en fait ce temps de l'évaluation et ce temps d'attente qui est parfois incompressible. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Fanny, tu m'entends? Ça devait être super clair. Tu m'entends, Fanny, là? Écoutez, il y a une question de Romain. Mais je ne sais pas si vous m'entendez, en fait. Je ne sais pas si Fanny m'entend. Oui. Tu m'entends, Fanny? Non. Bon, moi, je t'entends, Romain, mais j'ai envoyé un message à Fanny. Ouais. Bah, ça n'a pas l'air de marcher. Fanny, tu nous entends? Bien, mais visiblement, Fanny ne nous entend pas. Mais là, dans le chat, peut-être. Je suis en mute. Oui. Alors. Ou lève la main. Super. Alors. Donc, je ne sais pas, il y avait Romain qui avait une question. Tu m'entends ou pas, là? Oui, ça y est, je t'entends. Ah, ok. J'avais coupé le son pour plus de facilité. J'avais deux questions. J'en ai une très simple pour Teresa, si elle est là encore. Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'il en est des critères de priorisation pour les patients atteints de maladies rares? Est-ce qu'ils sont différents et pourquoi? En effet, il y a certaines maladies rares, ce qu'on appelle les maladies métaboliques, la neuropathie amyloïde, la cholangite et
pour les maladies rares avec une atteinte hépatique, cholangite sclérosante, CBP, effectivement, ils ont des critères de priorisation puisque les scores de MELD, parce que c'est des cirrhoses, les scores de MELD ne reflètent pas la gravité de la maladie hépatique. Par exemple, dans les maladies cholestatiques, il y a une énorme fatigue, des gens qui sont épuisés, ils n'arrivent plus à vivre, ou un prurite tellement important qu'il y a certains qui viennent nous voir en disant soit me greffer, soit je vais mettre fin à mes jours. Et ces éléments-là, ils ne sont pas dans les critères, dans les scores des MELD. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'exceptions. Pour les cancers du foie, les cancers rares, Xavier vous a parlé des métastases de cancer colorectal, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'atteinte hépatique. Et donc, c'est pour ça que dans beaucoup de maladies, et puis dans tout ce qui est maladie métabolique, la neuropathie amyloïde en fait partie. C'est des maladies où il n'y a pas d'atteinte hépatique, mais pourtant il y a une indication des greffes. Et donc, effectivement, il y a tellement il y a autant il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Il y a autant d'exceptions pour essayer de prioriser, ou en tout cas de ne pas défavoriser certaines classes, même si je vous ai montré que voilà, cette couverture elle est vraiment très très courte et il nous manque à peu près tous les ans 500 greffons par contre, pour pouvoir réduire cette période de pénurie. Et la majorité, enfin en tout cas l'âge légal de la majorité correspond aussi à un cut-off clair en termes de transplantation hépatique, ou bien les critères sont différents? Alors, pour les pédiatriques, effectivement, les enfants de moins de 18 ans ont une priorité par rapport aux adultes. Donc, tout greffon est proposé de moins de 40 ans est proposé en priorité à des enfants. À 18 ans, ils perdent cette priorité absolue, mais ils gardent une priorité relative. Donc, entre 18 et 40 ans, à parité de gravité de maladie, les greffons vont être proposés à celui qui a entre 18 et 40 ans par rapport à plus de 40 ans. Donc, il y a 3 étapes. Moins de 18 avec une priorité absolue, avec des règles qui sont un peu différentes et qui s'appliquent. Ce qu'on vous a expliqué avec Fanny, ça ne s'applique pas du tout à la pédiatrie, parce que les maladies elles sont complètement différentes, entre autres. Entre 18 et 40 et au-delà des 40. Et pour le moment, il n'y a pas de point malus, entre guillemets, pour les patients les plus âgés. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion sur les résultats de la transplantation hépatique pour les patients qui ont plus de 70 ans au moment de la greffe. Donc, il y a des études prospectives, notamment, qui sont en train de se monter actuellement au niveau national pour voir si ces patients ont des survies post-greffe moins bonnes puisqu'ils sont plus comorbides. Et encore une fois, dans cette période de pénurie qui intéresse tantôt les adultes que les enfants, hein, et chez les enfants, on est même plus sélectif. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une réflexion par rapport à l'âge avancé au-delà des 70 ans, mais pour le moment, on n'a pas de limitation. Ok, merci beaucoup. J'en ai une autre pour Xavier, mais je ne veux pas monopoliser la chose. Hein. Bah, tant que tu es là, attends, je ne sais pas ce que Xavier. Il est juste là. Vas-y. Quelqu'un veut parler? Ok. Salut Xavier. J'ai une question concernant la raison pour laquelle les tumeurs sont plus fréquentes du côté gauche, semble-t-il. Est-ce qu'il y a une base pathologique liée à ça? Et est-ce qu'il y a une corrélation entre ces tumeurs-là et la survie derrière au niveau... Enfin, la survie, en tout cas, la gravité des métastases, leur nombre, leur état de différenciation. Oui, merci pour la question. En fait, je pense que justement, c'est déjà un biais de sélection de l'étude, parce que les tumeurs à droite ont une autre biologie moléculaire déjà, donc comme les BRAF, par exemple, étaient exclus. Et puis, effectivement, la façon dont ils font des métastases peut varier, notamment, on parle de synchrone ou métachrone, dépendant de l'apparition. Et puis, je pense dans l'étude, le fait qu'il y a peu, par exemple, de côlon droit, c'est probablement lié à la biologie moléculaire de ces tumeurs. D'accord. Mais je ne pense pas que les tumeurs à gauche soient plus fréquents que les tumeurs à droite, mais ils ont un autre profil, aussi bien au niveau de la biologie tumorale que, par exemple, de la façon dont ils réagissent à la chimiothérapie, à l'immunothérapie. Et donc, tout ça rentre en jeu quand on va sélectionner les malades pour un projet de transplantation hépatique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
crois que j'avais vu une main se lever tout à l'heure, mais c'est peut-être un mirage. Personne. Ok. Écoutez, merci à tous. On est à votre disposition si vous avez des questions. Ce webinaire sera accessible en différé sur le site de l'IHU et notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et voilà, puis on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui aura probablement lieu, je pense, à la rentrée. Voilà. Les webinaires de l'IHU reprendront à la rentrée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis merci encore pour votre présence. Au revoir.